Bonjour, Monsieur Gabriel Tarlet et Monsieur Georges Tignard. Nous sommes le jeudi 28 novembre. On excuse Monsieur Jean Chagnot qui n'a pas pu venir, remplacé par Monsieur Georges Tignard. En 1992, un Indien, Humberto Moena la Vega, a été fait citoyen d'honneur du village de Queisac. C'est toute une histoire, mais il y a des liens très spécifiques. Et maintenant, d'ailleurs, l'association ACFLA est basée à la mairie de Queisac. Il faut un peu raconter quand même comment ça s'est passé. Oula, on va aller très loin. Alors, tout démarre en 1977, où je suis nommé en Équateur pour former des professeurs de français. Et très rapidement, je me trouve engagé à l'Université catholique de Quito dans un programme d'alphabétisation d'adultes en quechua. J'ai eu une expérience déjà quelques années auparavant, en particulier en Haïti. Donc on me demande de donner un coup de main et je commence à travailler. Petit à petit, des Indiens viennent rejoindre le groupe que l'on a formé à l'Université catholique. Et puis là, à un moment donné, j'ai besoin d'un informateur en mathématiques, savoir comment les Indiens utilisent les mathématiques orales. Or, il se trouve que Humberto Moenala est le petit-fils de ce qu'on appelait autrefois un Kipukamayok, quelqu'un qui faisait des calculs pour toute la communauté. Et donc, je commence à travailler avec lui pour comprendre comment marche la mathématique des Indiens. On sympathise, il me demande de devenir en quelque sorte son frère en étant le parrain avec ma femme, parrain et marraine de son premier enfant. Et puis, en 1991, arrive le coup dur. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a eu un nouveau président de la République qui a décidé de faire que la campagne d'alphabétisation deviendrait une campagne nationale et non pas simplement une expérimentation. Disons on avait un deal au départ quand on a commencé ce programme avec les gens de l'Université catholique, en particulier avec la directrice de l'Institut de langue et linguistique. C'était que lorsque les Indiens se sentiraient prêts, à ce moment-là, on les laisserait faire le programme, et nous on resterait, s'ils le demandaient, comme simplement experts techniques. L'ampleur du programme devient telle que l'UNESCO décide d'en faire le modèle pour l'Amérique latine. Alors il est bien entendu qu'à partir de ce moment-là, personne ne veut lâcher les rênes. Et donc quand je rappelle qu'au départ, on devait donner le pouvoir aux Indiens, évidemment, je suis dénoncé comme un agitateur auprès de la CIA, et quand je reviens en 81, en octobre 81, plus personne dans le centre, et puis bon, je vais vite voir l'ambassadeur de France parce que je sens qu'il y a des choses, et il me dit, bon, ben, vous prenez vos clics et vos claques et vous rentrez en toute vitesse en France, je ne réponds plus de la vie de votre fille, de votre femme et la vôtre, vous avez la CIA dans les pattes. C'est terrible parce que je venais d'obtenir, à titre exceptionnel, la prolongation de 6 ans de mon contrat à la demande du président de la République d'Équateur, justement pour aider tout ce peuple à passer. Il y a plus de 30% de gens qui ne savaient ni lire ni écrire dans ce pays. Excuse-moi, le président n'était pas encore Rafael Correa. Non, le président était à ce moment-là Jaime Roldos. Jaime Roldos, qui sera ensuite... son avion se cassera la figure. Voilà, quelques temps avant que je sois viré. Correa a été élu en... Au Correa, ça fait 7 ans qu'il est maintenant, donc c'est beaucoup plus tard. Peut-être plus favorable. Beaucoup plus favorable aux Indiens, ça c'est sûr. Donc on vous reprochait de rendre un peu l'indépendance aux Indiens. C'est-à-dire que ce qui s'était passé, c'est que le programme d'alphabétisation avait... C'est un peu long à expliquer. Disons que le dieu de l'alphabétisation, le Brésilien, Paulo Freire, était venu et avait déclaré à la télévision, alors qu'il passe pour le modèle, avait dit « Je me suis trompé. Gabriel Tarlet est en train de mettre en place une démarche qui est la démarche qu'il aurait fallu mettre en place. » Et il avait même déclaré « Ça serait un honneur pour moi de travailler sous sa direction. Ce qu'il fait est génial. » Donc d'un seul coup, ça prenait une ampleur. On était proposé pour le prix Krupskaya, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'équivalent du Nobel d'alphabétisation. Donc tout le monde a voulu récupérer à partir de ce moment-là. Moi,
Et ça a pris une ampleur au niveau médiatique extraordinaire en Amérique latine. C'est à ce moment-là que les États-Unis ont commencé à jeter un coup d'œil. Le président de la République d'Équateur, Jaime Roldos, nous avait donné suffisamment d'argent, parce qu'au départ, c'était avec ma paye que tournaient les centres d'alphabétisation expérimentaux. Donc là, on passait à 3000 centres qui allaient être ouverts. Ça devenait un programme inquiétant si on considère la situation des États-Unis vis-à-vis de leurs propres Indiens. Vous savez très bien qu'ils n'ont jamais voulu que les Indiens soient reconnus en tant que tels. Est-ce qu'on peut résumer l'originalité du projet qui intéressait tant Paulo Freire? En quoi ça consiste? Alors, il était basé sur trois phénomènes, hein, à un moment donné, qui est, Paulo Freire défendait ce qu'il appelait, lui, la parole génératrice. C'est-à-dire, on commençait une leçon d'alphabétisation par un mot qui devait suggérer un certain nombre de choses. Or, il y a des civilisations, et en particulier la civilisation indienne, qui ne pensent pas en termes de mots, parce que le mot, ils ne font pas le découpage du mot, ils pensent en termes de proverbes. Donc, toutes les leçons d'alphabétisation commençaient par un proverbe. Paulo Freire mettait l'image première. Or, il y a des civilisations dans lesquelles l'image est tellement polysémique, elle a tellement de sens que si elle est première, elle amène les gens à divaguer dans tous les sens. Nous, on commençait toujours par une histoire racontée comme une légende et qui se terminait par une histoire de manière à resserrer le champ sémantique, éviter que ça reparte. Et la troisième originalité du programme, c'est que ce que beaucoup de civilisations, enfin beaucoup de gens considéraient que les civilisations ne pouvaient pas avoir de mathématiques. Alors elles n'ont pas de mathématiques écrites, mais il n'y a pas une seule civilisation qui n'ait pas une mathématique orale, sinon elle ne pourrait pas réguler ses relations sociales, ses échanges et tout ça. Donc c'était les trois bases du programme d'alphabétisation. Voilà. Ce qui est marrant quand même, c'est que il y a eu un citoyen d'honneur au départ de Kaysak, indien, et vous, bien plus tard. Et au départ, vous l'avez retrouvé en Équateur. Voilà, alors, voilà, ce qui se passe, c'est que je me fais foutre à la porte, donc bon, je vais travailler dans d'autres pays. Umberto, lui, a tout de suite compris, avec ma mise à la porte et les relations qu'on avait, l'importance extraordinaire que les Indiens s'emparent du programme. Donc, à son tour, il crée un groupe d'Indiens à l'Université catholique qui demande à pouvoir diriger le programme. Et bien entendu, il est viré à son tour. Non. Il est viré alors que il s'est marié, il a un enfant, il y en a un deuxième qui est en route et il a acheté une maison. C'est-à-dire que pour lui, c'est une catastrophe économique terrible. Pour le sortir un peu de ce marasme où il est au bord du suicide, ses copains lui disent, écoute, ça tombe très bien, on est en 92, il va y avoir Séville et le 500e anniversaire de la découverte des Amériques. Tu vas aller là-bas avec d'autres Indiens et vous allez foutre le bordel pour rappeler que bon, c'est peut-être une fête pour l'Europe, mais pour nous, ça fait 500 ans que vous nous posez des problèmes. Donc il arrive ici, il me demande s'il pouvait correspondre, si je pouvais l'héberger, aucun problème. Je lui prépare même une conférence à Bergerac. Et à ce moment-là, il va en Espagne. Bien entendu, les Espagnols sont parfaitement au courant. Il est à peine arrivé à Barcelone qu'ils le prennent et ils le foutent en tôle. Et il a le réflexe de dire non, moi je suis devenu comme ça parce que j'ai une sœur qui travaille à Barcelone, mais je suis attendu en France. Là, j'ai mon frère qui est là-bas, qui m'a préparé des conférences. Donc les Espagnols le prennent, le foutent à la frontière et il redébarque à Bergerac. Et là, on fait cette fameuse conférence 500 ans de résistance, 500 años de resistencia. Et là, le public bergeracois, il y a une espèce de miracle qui se produit. Il y a 700 personnes et les gens sont tellement émus qu'à 1h du matin, ils sont toujours là et ils veulent savoir davantage. Et comme il y a pas mal d'enseignants qui sont venus écouter, puisque je suis inspecteur, il y en a peut-être certains qui se sont sentis obligés, mais enfin, la majorité était venue avec plaisir. Et à la sortie, tout le monde me dit, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas rester comme ça, on ne reste pas sur... Et on apprend qu'il existait une association à Port-Sainte-Foy qui s'appelait ACFLA, qui était faite pour faire venir des enfants de bourgeois de Colombie à venir visiter la France, faire un peu de ski, faire des tas de choses. Et cette association était en sommeil. Ben, on dit, on va les réveiller. Et cette association va nous servir à faire quelque chose pour les Indiens. Donc on voit Umberto, on lui demande, et lui dit, voilà, vous pouvez nous aider à développer l'enseignement bilingue.
les parents se sont rendus compte, en étant alphabétisés en quechua, de l'importance extraordinaire du savoir lire et écrire, et maintenant, ils aimeraient que leurs enfants puissent aller à l'école. Ça tombe bien, je suis inspecteur, je me dis, ça peut être aussi pour nos enfants, et en particulier, comme mes bureaux sont à Nayac, et que souvent, bon, les petits Marocains se plaignent, et que ceci et cela, on va leur montrer un petit peu que c'est pas si mal que ça en France. Et donc, on lance un programme, Niños para los Niños, c'est-à-dire des enfants pour des enfants. Les enfants de 14 écoles, de 13 écoles de ma circonscription, vont faire des actions, toujours en s'appuyant sur le programme, parce que ça, j'y tenais avec le programme pédagogique normal, pour, à un moment donné, alimenter des caisses. Alors, il y a des opérations qui rapportent à l'époque 100 francs, il y en a d'autres qui rapportent 400 ou 500 francs, il y en a même une fois qui a rapporté 3500 francs. Bon, tout ça va dans une même caisse. Chaque fois qu'il y a 10 000 francs, on envoie à Humberto, en Équateur, pour qu'il ouvre une classe bilingue. Et tu dis beaucoup les Indiens. Oui, parce qu'on dit... Bon, en Équateur, il y a 11 nationalités indiennes, et parmi même la nationalité quechua, il y a des... Ils ont la même langue, mais il y a des groupes différents. Donc c'est pour ça qu'on emploie le pluriel en général. Tu n'as pas peur de stigmatiser dans un ensemble qui, au fond, est très divers, non? Non, parce qu'ils ont la même langue. Ouais, Ils communiquent énormément. À 90%, c'est le quechua. Il y a bien encore des chouars, les fameux réducteurs de tête, là, enfin, improprement appelés jivaros, c'est une insulte, jivaro, hein, les chouars, qui ont une langue différente. Mais c'est aussi l'Amazonie? Alors eux, c'est l'Amazonie. Et les quechua, il y en a aussi dans l'Amazonie. Ah, il y en a aussi? Oui, il y en a un qui pourra confirmer à côté de moi, qui est allé faire un petit tour à Misawali, chez les quechua de l'Amazonie. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, il y a ce programme Niños para los Niños, on ouvre des écoles, bon, alors là, il y a une particularité à cette coopération, c'est que chaque fois qu'on ouvre, ça permettra de comprendre après la suite, chaque fois qu'on ouvre on équipe une classe, on demande aux parents et à l'enseignant de mettre en place un petit projet économique qui leur permettrait normalement de remplacer le matériel si jamais il était abîmé, ou bien de repeindre l'école, ou bien de s'acheter quelques petites bricoles, mais qui est toujours, en échange de ce qu'on donne, un petit projet économique à côté. Et vous verrez que ça a eu des conséquences extraordinaires. Donc on ouvre comme ça des écoles. Et puis en 2003, je vais marier mon filleul. On fait un voyage éclair là-bas, et on en profite pour inaugurer une école qui s'appelait Iliuman. Bon, c'est la fête, tout le monde est content, on remercie Akfla, et à un moment donné, les enfants nous invitent à danser avec ma femme et tout ça. Et puis je vois une petite gamine, vu sa tenue, son allure et tout ça, je me dis, tiens, ça, certainement l'année prochaine, c'est le collège. Et je lui dis, alors, t'es heureuse, l'année prochaine, tu vas au collège? Elle me regarde, elle me fusille du regard, elle fait non. Et comme un couillon, moi, je lui dis en espagnol, fracasaste el año, c'est-à-dire tu t'es cassé la gueule cette année. Elle est furieuse, elle me montre qu'elle porte l'insigne de meilleur élève. Je dis rien, j'arrête de danser, je vais voir Humberto, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit mais tu te rends pas compte, il y a là-dedans les 3/4 des familles qui ne peuvent pas aller au collège, elles n'ont pas les moyens. Ça coûte à peu près $300 par an. Il y a des familles qui gagnent à peine $300. Comment tu veux qu'elles envoient leur enfant au collège? C'est pas possible. On revient, je réunis les membres d'ACFLA et je dis stop. Niños para los Niños, c'est fini. On ne va pas continuer à ouvrir des écoles pour frustrer des gamins. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, lors d'un voyage à Humberto, parce qu'Humberto venait tous les 2 ans nous rendre compte de ce qui avait été fait avec l'argent. Donc, à ce moment-là, on se réunit avec Humberto et on décide que pour les enfants les plus pauvres, comme on a ouvert 30, alors on était à 30 écoles, 31 écoles ouvertes, chaque communauté où on a ouvert une école va choisir 2 élèves propres, un élève pauvre, le plus pauvre, mais méritant, et on va lui payer ses études. Même processus qu'avant, on lui paie ses études si il monte un projet économique
qui lui permettent de payer à son tour une partie de ses études. Donc on va l'aider. Et la première année, ils ne vont pas au collège. La première année, on donne à chacun 300, alors à ce moment-là 300 €, mais en fait avec le change, ça fait 400 et quelques dollars, ce qui les arrange pas mal. Et chacun monte un projet économique. Alors c'est très divers, hein. Il y en a qui ouvrent des petites épiceries de village, il y en a qui vont faire louent de l'internet aux autres, il y en a d'autres qui font des élevages de lapins, de cochons, de différentes choses, mais chacun monte son petit projet économique qui est censé lui payer une partie des études. Tout ça va dans une caisse commune, on ne cherche pas à voir, il y a des projets qui rapportent beaucoup, il y en a qui rapportent beaucoup moins, mais ça sert à peu près à payer aux environs de 50% des études, et nous on ajoute le reste. Et on va faire ça pendant 7 ans. 32 gamins qui ont été. Alors il y en a 4 au cours des 7 années, il y en a 4 qui ont arrêté, certains parce que bon, intellectuellement ils ne suivaient pas, très peu. 2 parce que les parents avaient absolument besoin d'eux et économiquement ne voulaient que les gamins travaillent avec eux, ne voyaient pas l'importance des études et tout. Mais on y est allé pour remettre les diplômes, on a remis 32 diplômes, puisque ceux qui avaient échoué ont été remplacés au fur et à mesure. Donc c'est de Niños para los Niños, on est passé à ce programme de boursiers. Voilà l'histoire un petit peu d'ACFLA. Et là maintenant, ben, on a eu de très bonnes surprises. Les Équatoriens, lors de la remise de diplôme, ont eu honte de voir qu'eux n'avaient rien fait. Donc il y avait le président de l'université d'Otavalo qui était là, qui a proposé de pouvoir mettre à disposition des jeunes des bourses pour leur permettre, à 6 d'entre eux au moins, de continuer au niveau universitaire. Donc, bon, on a des idées. Oui, Georges Tignard, comment ça c'est venu en fait votre participation? Alors c'est par le plus grand des hasards, et on dit souvent que le hasard fait bien les choses. Hein. Donc j'ai rencontré Gabriel. Et, vous êtes rencontré quand ou... Le hasard, au début, le hasard de la vie. Oui. Le hasard de la vie, une rencontre qui fait des amis communs. Et donc on a passé un moment ensemble. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il a quand même au niveau de l'explication, c'est assez clair et net. Donc il a commencé à nous parler d'ACFLA, à mon épouse et à moi. Et donc pendant toute une soirée, on a appris le travail qui avait été fait, notamment au niveau de Caïsac, des écoles de la circonscription, et puis l'objectif. Et on était charmés et très intéressés. Et il nous a proposé, voilà, si on voulait faire partie de l'association. Chose, bon, on n'a pas mis longtemps à réfléchir, hein, c'était le soir même d'ailleurs. Et on a accepté, et puis là je me suis rendu compte effectivement, surtout, la composition d'ACFLA, c'est des gens charmants et tout à fait respectueux bien sûr, hein. Mais là où je me suis rendu compte de l'importance que ça avait pris et le travail qui avait été fait, c'est quand on a été en Équateur. J'ai été complètement d'abord charmé, je suis tombé amoureux d'un pays, d'une population, d'une ethnie, les Quechua, par leur savoir-être, le savoir-faire aussi. Et puis je suis tombé amoureux du travail qui avait été fait et respectueux, quoi. Donc c'est une grande expérience qui enrichit. Oui, ça En tant que responsable du parc de Port, ça vous a fait des trucs, vous avez... Mais bien sûr. Un parallélisme donc, un peu, hein. Pardon ? Un parallèle assez... bien sûr, parce qu'on a... Alors, je ne sais pas si on peut en parler, là, mais bon, il y a eu... on a assisté à quelques initiations indiennes, et notamment... Alors là, c'est vraiment d'une richesse exceptionnelle, hein, et je crois que... D'ailleurs, en rentrant d'Équateur, je m'approprie certaines... Tout seul, je m'approprie certaines valeurs et qui me permettent de rester un petit peu conscient des choses, des vraies valeurs. Et notamment, puisque vous parlez de Pombonne, on a assisté avec beaucoup d'intensité et d'émotion, on a assisté à une cérémonie concernant,
on va dire, il y avait 3 cérémonies. Il y avait la Waka, il y avait Esperanza et El Cielo. Et ça, si vous voulez, c'est un lien direct avec la nature, c'est très fort. C'est du peyote, non? Pardon? C'est du peyote? Non, mais c'est... Je laisse Gabriel continuer, mais c'est très fort. El Cielo, non, mais je plaisante. On part d'une légende, bon, des légendes comme il y en a dans tous les pays, d'un couple de 2 familles qui étaient désunies, et les deux gamins voulaient vivre ensemble. Bon, bien entendu, les 2 familles les mettent à mort. Et il y a la fille, en pleurant et en se répandant, donne naissance à un lac sacré, qui est le lac de San Pablo, dans lequel il faut aller se baigner le 21 juin, le jour de la fête du soleil. Mais pour eux, c'est l'Inti Raymi, la fête vraiment de Inti, le soleil. Et le garçon, lui, est transformé en un arbre qu'on appelle le Lechero. Alors d'abord, le site où s'est déroulée la cérémonie est époustouflant. On est à plus de 3000 mètres d'altitude. Il y a une colline, et en haut de cette colline, il y a un arbre. C'est tout. En revanche, si vous tournez le regard à 360 degrés, vous avez autour de vous pratiquement des 4500 ou des 5000 tout autour, en cercle. C'est-à-dire qu'on est au plein centre d'une espèce d'immense cirque montagneux, de 4500-5000 mètres à peu près, le Cayambé, l'Antisana, l'Imbabura, la Cotacachi, toutes ces montagnes qui sont autour. Et depuis ce site, on voit les 2 endroits les plus sacrés pour les Indiens, bien sûr le lac de San Pablo, et l'autre lac qui s'appelle Yaguarcocha, qui est le lac de sang, où les Incas ont massacré les Indiens du nord de l'équateur, les Quechua du nord de l'équateur, là où on est. Déjà, ça, c'est... Il y a quand même un choc physique là qui est assez extraordinaire. Et puis là, Humberto, avec un des boursiers, avec une simplicité, mais comme seuls les Indiens peuvent avoir, nous a regardé, nous a dit voilà, sans la terre, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Mais sans vous, elle ne serait pas aussi belle. C'est votre mère, alors à une mère, on lui fait des cadeaux et des compliments. Mais on ne lui jette pas les choses comme ça. On lui apporte quelque chose et on lui apporte un message. Alors vous regardez, à vos pieds, vous avez chacun des trous. Le garçon, le boursier, est venu nous porter des pieds de fleurs. Il a dit voilà, maintenant vous allez à haute voix donner l'ordre à ces fleurs que vous allez planter de transmettre à votre mère tout l'amour que vous avez pour elle. Intéressant. Je peux vous dire que entre le paysage, le froid, la surprise, parce qu'il n'en avait pas parlé. Je lui avais simplement demandé, je lui avais dit, écoute, voilà, lors du voyage, ça serait bien si tu pouvais faire, toi ou des amis, des conférences pour que les gens comprennent un peu l'âme indienne. C'est pas le tout de venir remettre le diplôme, mais ça serait une occasion. Je ne m'attendais pas à ça. Il n'a pas expliqué, il a fait vivre carrément l'âme indienne. Et là, je dois dire, très franchement, les 13 avaient les larmes aux yeux. Ça vous a donné envie de connaître d'autres cultures indiennes, amérindiennes, d'aller plus loin? Je pense que déjà, il faut absorber. Et ce qui s'est passé, c'est parce que c'est beaucoup. Ce n'est pas notre culture. Et leur propre richesse, il faut avoir le temps de l'assimiler. Hein. Oui. Mais je crois qu'elle est tellement riche. On dit que les voyages forment la jeunesse, bien évidemment, donc on peut aller voir ailleurs. Hein. Mais il y a tellement de symbolique dans leur tradition, dans leur culture. Il y a tellement de respect par rapport aux choses les plus simples que moi, je n'éprouve pas le moyen d'aller ailleurs ou d'aller chercher quelque chose ailleurs, parce que j'ai trouvé là quelque chose qui était pour moi essentiel. Presque vierge, on dirait. Oui, et puis c'est quelque chose d'essentiel. Ils respectent vraiment, Gabriel vient de le dire, hein, ils respectent la terre, ils respectent les éléments, ils respectent l'être humain. Ils ont vraiment une vue des choses qui sont... je crois que sans pour cela se fondre dans cette culture, parce qu'on a chacun la nôtre. Mais je crois que par le principe même de la réflexion, on doit moi, je m'imprègne beaucoup de ça. Je ne suis pas indien, mais je m'en imprègne beaucoup. Oui, je veux simplement montrer par rapport à ça la valeur, quand Georges souligne, la valeur des éléments naturels. Par exemple, bon, avec Humberto, on est frères,
Il a voulu vraiment que sa femme et ma femme deviennent aussi sœurs, mais vraiment que ça soit symbolisé. Et comment symboliser le fait qu'elles sont sœurs, puisque bon, on a déjà, les enfants sont élevés, tout ça, et par une chose très simple. Il leur a fait planter à toutes les deux un arbre, dont elles devront commencer à récolter les fruits dans 3 ans, ensemble. Et elles ont planté ensemble un arbre. Youssou Sara. Voilà. C'est une façon de symboliser justement cette fraternité à travers la nature. Alors, quand vous êtes reparti en Équateur en juillet, vous êtes reparti aussi en 93. Oui, pour le mariage. Oui. Pour le mariage en juillet, c'était apparemment pour... un peu avant. C'était pendant les vacances de février. Ça a été d'ailleurs une aventure parce que j'étais encore en activité comme inspecteur et j'ai failli rater les avions. Non, mais ça c'est une histoire plutôt amusante. Non. Mais alors, vous avez transmis les statuts d'ACFLA apparemment. ACFLA existe encore? Alors ACFLA existe encore. Le 9, il y a réunion du nouveau bureau pour président, trésorier, enfin les élections normales d'un bureau, le conseil d'administration se réunit, puis on va élire le bureau. Et puis là, on va voir les directions qu'on prend. Qu'est-ce qu'on va faire dans le futur, puisque à l'Assemblée générale, à l'unanimité, les membres d'ACFLA ont refusé. Pour moi, c'était la fin. On y était arrivé au bout, on avait fait ce qu'il fallait. Maintenant, Humberto a 30 et quelques jeunes pour pouvoir l'aider dans cette mission qu'il s'est donnée de sauver la culture, d'aider le peuple indien véritablement à s'en sortir sur le plan politique, économique, culturel. Donc il y a un outil qui est merveilleux qu'il a monté qui s'appelle Youssou Sara, l'âme du maïs. Donc nous on pensait que c'était fini, terminé. Et puis quand on a fait le compte rendu du voyage, les membres ont dit non, il faut continuer, il faut trouver de nouvelles idées. On va voir, il y en a plusieurs. Il y a l'accompagnement il se trouve que Périgueux, il y a un IUT de tourisme. Humberto rêve de mettre en place un tourisme communautaire parce que dans sa région, il y a une ville qui s'appelle Otavalo, qui est archi connue dans le monde entier pour les tissus. Le problème simplement, c'est que les gens arrivent à 9h du matin par avion à Quito, les bus les prennent, à 10h ils sont au marché d'Otavalo, ils font leurs achats, à 2h de l'après-midi, ils reprennent leur avion, ils repartent, ou ils vont visiter autre chose, le vieux Quito. Ils ne connaissent rien du monde indien. Humberto a arrêté sa carrière au ministère de la Culture, puisque les derniers temps il travaillait là. Il a tout abandonné. Il a arrangé une ancienne maison de ce que sa mère lui avait légué avec ses frères. Ils ont arrangé une maison, et cette maison est devenue un centre culturel pour tous les jeunes Indiens qui peuvent venir gratuitement faire de la musique, de la danse, des tas de choses. On peut venir y apprendre le quichua, on peut venir s'initier à la culture indienne. Il a mis en place un réseau d'amis qui peuvent faire chambre d'hôtes dans des différentes, disons, choses indiennes. Et donc son rêve maintenant, grâce à ces jeunes, c'est d'attirer un certain nombre de touristes qui viennent sur Otavalo en leur disant non, bon, vous avez acheté des tissus, c'est très bien et tout. Est-ce que ça vous intéresse de pénétrer l'âme indienne, de venir voir ce que c'est vraiment que l'âme indienne, et un peu de faire avec eux ce qu'il a fait avec nous, de leur faire vivre et leur faire comprendre les valeurs qu'il y a. Donc ACFLA existera encore de longues années, en espérant qu'il y ait suite. Il faudrait peut-être donner les coordonnées de l'ACFLA, voilà, éventuellement s'il y a des gens qui sont intéressés. Voilà. Ben, écoutez, moi je suis ravi de cette découverte auditive et visuelle. C'est comment les Indiens... Oui, voilà, je voudrais quand même dire une chose, c'est comment le premier programme, parce qu'on y allait pour remettre les diplômes, et en même temps pour faire voir un petit peu ce qu'était devenu Niños para los Niños. Et là, je dois vous dire, il y a eu des moments, moi j'ai craqué, j'ai chialé, mais vraiment, parce que j'avais le souvenir de ces espèces de huttes lamentables ouvertes aux 4 vents qui soi-disant étaient des écoles, alors qu'il y avait 3 ou 4 gamins là-dedans. On a trouvé des écoles super équipées, mais en même temps avec des témoignages qui vous bouleversaient, parce que quand l'ancienne directrice de l'école de Pucarabaro vous raconte que la première chose qu'elle a faite avec l'argent qu'on avait envoyé,
c'était de s'acheter une chaise. Il n'y avait pas de quoi s'asseoir. La deuxième, ça a été d'acheter une marmite à pression pour pouvoir offrir un repas aux gamins à midi. Ça, c'était l'État il y a 30 ans. Et à un moment donné, on débarque dans une école à 3500 mètres d'altitude. Et on arrive là-haut, superbe école de 6 classes, très équipée, tout ça. Alors maintenant, là, on se disait, bon, ouais, vraiment, mais on est... Et d'un seul coup, le directeur nous fait signe, venez voir. On arrive. Salle informatique. Comme il n'y a pas, de communication, de trucs, directement un routeur sur satellite. Et il offre la possibilité à tous les enfants de la montagne du Cayambe, c'est-à-dire, c'est énorme, c'est un tiers du département de la Dordogne, peuvent venir travailler gratuitement dans cette école parce que, et c'est là où je rejoins Niños para los Niños, quand on a ouvert la première classe, il fallait faire un projet économique. Ils ont fait un élevage de cochons d'Inde. Puis ils se sont rendus compte que ça rapportait pas trop. Bon, au bout d'1 ou 2 ans, ils ont vendu, ils ont trouvé quelqu'un pour acheter l'élevage de cochons d'Inde, ils l'ont vendu. Et ils ont fait un élevage de porc. Ouh, là, ça rapportait davantage. Ça rapportait tellement que comme il fallait descendre, faire les courses à Ibarra, c'est-à-dire 3 heures à 4 heures de marche à l'aller et plus au retour, oh là, on va monter une épicerie de village. Et l'épicerie de village s'est mise à rapporter. Alors, entre l'élevage de cochons, l'épicerie de village, la fille du président des parents d'élèves gagne le concours international des nouvelles en langue d'origine, en quechua, et donc l'UNESCO lui remet un ordinateur. Ben oui, mais un ordinateur, quand vous êtes là-haut, on en fait quoi? Eh bien, on ne se dégonfle pas, on fait un prêt, on équipe avec un routeur, on équipe la salle, et tous les gosses de la montagne, hein, El Abra, la communauté d'El Abra. Et là, je dois vous dire, c'est là où vous vous rendez compte que vous avez donné un coup de pouce. C'était un coup de pouce. Mais alors, ils se sont arrachés. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et là, on sent la dignité et la force de ce peuple. Belle chute, si on peut appeler ça une chute. Merci à vous, oui, bien sûr. Merci.